Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. On revient sur le conflit israélo-palestinien qui fait rage au Proche-Orient actuellement et avec Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Il y a eu ce communiqué de presse hier de la Maison-Blanche, un communiqué conjoint entre évidemment les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour démontrer l'assistance à Israël et finalement cette alliance indéfectible et le fait que ces États-là appuient Israël dans son droit de se défendre et de sortir de cette crise. Le Canada fait pas partie de la liste. Est-ce que c'est parce que le Canada n'a pas voulu ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas considéré le Canada? La vraie réponse, c'est parce qu'on n'a pas considéré le Canada. Il y a une explication très rationnelle à tout ça. Hein? Ce groupe s'appelle le Quint, OK, en anglais. Et c'est une habitude qu'ont pris les États-Unis de former des groupes de pays stratégiques sur des enjeux particuliers. Donc, il y a un Quint en Europe, il y a un Quad en Asie. Et donc, c'est les États-Unis et, comme tu l'as dit, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne. Alors, que le Canada n'ait pas été invité, le Canada ne fait pas partie du groupe. Alors, ça règle un peu le problème. Il n'en a pas été invité, il n'en a jamais fait partie. C'est pas la preuve de rien. Moi, je soulève la question sous un autre angle. C'est pourquoi le Canada n'est pas convié à faire partie des grosses discussions internationales qui ont lieu sur le sujet. Et ça, la réponse, elle est relativement simple. Je regardais l'agenda du premier ministre dans les derniers jours, parce que tu sais que quand le premier ministre s'entretient avec un leader étranger, on reçoit un compte-rendu. Tu sais à combien de leaders étrangers Justin Trudeau a parlé depuis les premières attaques samedi matin? Non. 2. Ah. Le roi de la Jordanie, Abdullah II, et le premier ministre de la Grande-Bretagne. C'est tout. Alors, ça veut dire que la communauté internationale juge que le regard du Canada n'est pas essentiel dans la façon de résoudre cette crise-là, n'est pas essentiel dans la façon de communiquer auprès du gouvernement d'Israël, n'est pas utile dans la façon d'essayer de convaincre le Hamas de libérer les otages. C'est pas utile. Alors, le Canada se lève, dit c'est épouvantable, c'est un acte de terrorisme, il faut dénoncer ça sur toutes les tribunes, etc., mais ce que ça vient confirmer, c'est que le Canada est complètement marginalisé sur des grandes questions géopolitiques comme la question du conflit israélo-palestinien. Mais c'est assez particulier, ça a frappé. Puis hier, on a vu ça sur les réseaux sociaux, là, ce communiqué de presse-là. Tu sais, voir que ce sont des pays du G7, puis finalement, le Canada est pas là, puis le Japon est pas là. Puis, tu sais, c'est un peu... On n'est vraiment pas considéré. Puis là, Mélanie Joly a beau tweeter à chaque 3 secondes qu'elle a parlé avec quelqu'un pour lui faire part de la position canadienne, là. Le monde ne sont pas intéressés à entendre la position canadienne parce qu'elle vaut rien. Mais la réalité, c'est que je nuancerai un petit peu, si tu permets. Le Canada, on a comme une perception qu'on doit être fermement engagé par rapport au conflit israélo-palestinien à cause des premiers ministres passés, du rôle que le Canada jouait parce qu'on avait des casques bleus là-bas en particulier. Oui. Puis surtout, on a quand même eu 9 ans d'un gouvernement Harper qui est le gouvernement le plus pro-Israël que le Canada n'ait jamais eu. Où, sous M. Harper, le Canada a un peu abandonné son objectivité à essayer de résoudre les tensions et de trouver un accommodement à ce conflit-là. On avait un gouvernement qui était clairement pro-Israël, où M. Harper reconnaissait le droit d'Israël de se défendre, où M. Harper ne voulait même pas critiquer les colonies qui sont condamnées sur la scène internationale. M. Harper était ami avec M. Netanyahou, il s'en cachait pas, il y a eu les clés de la Knesset, c'était le grand amour, c'était un bromance. Alors, et ce qui est intéressant, puis tu vas voir où je m'en vais, c'est que c'était très pratique dans ce temps-là de dire qu'on se préoccupe de la question du Moyen-Orient. Parce que ça permettait de critiquer M. Harper, puis de dire qu'il avait une politique étrangère étroite, qui manquait d'envergure, de nuances, et de dire, nous, quand nous reviendrons, nous aurons une politique beaucoup plus engagée et active au Moyen-Orient. Mais la réalité, c'est depuis que le gouvernement de Justin Trudeau a été élu, il ne s'est pas préoccupé d'Israël. À peu près pas. Je veux dire, il n'est même pas allé.
La seule fois où M. Trudeau a mis les pieds en Israël depuis qu'il est premier ministre, c'est pour aller 36 heures aux funérailles de Ariel Sharon, l'ancien premier ministre, lors de son décès en 2016. Alors, c'est un gouvernement qui ne s'intéresse pas. Puis pourquoi ça ne s'intéresse pas? Bien, parce qu'au Canada, il faut l'admettre, je crois. La réalité, c'est que quand il y a des grandes crises comme ça, l'opinion publique dit « Ah, c'est dégueulasse, le Canada compte pas, c'est pas important, c'est la preuve que notre gouvernement est pas bon. » Mais ça fait pas partie de la culture politique. Il n'y a pas un premier ministre qui a gagné les élections sur une question de politique étrangère. Il n'y a pas une culture ancrée dans l'électorat de respecter, de valoriser les affaires étrangères, de la place du Canada, la sécurité nationale, la défense. Pour preuve, tu vois, M. Trudeau est en train de couper budgétairement l'accélération des dépenses des Forces armées canadiennes d'1 milliard pour qu'ils fassent leur part pour équilibrer le budget, puis personne dans la rue, là, tu sais, pour dire c'est effrayant de couper dans les Forces armées canadiennes en ce moment. Alors, M. Trudeau, on peut le critiquer en disant qu'il n'a pas réussi à remettre le Canada sur la map, sur la carte de la géopolitique mondiale, mais en même temps, c'est un premier ministre qui s'inscrit davantage dans une tradition qu'on a vue dans les dernières années. C'est comme si on se reste accroché au rêve des grands moments où le Canada a compté, mais c'est comme un vieux rêve, tu sais. Et moi, je pense qu'il faut se décrocher de ça. Là. Ce n'est plus la réalité du monde d'aujourd'hui dans lequel on est, que le Canada a une part de responsabilité là-dedans, mais la réalité des nouvelles alliances puis d'un monde multipolaire aussi contribue à ça. Et il y a beaucoup de Canadiens aussi qui sont là-bas sur place et qui sont mal pris à être dans un théâtre de guerre et d'avoir peur. Ils ont raison d'avoir peur. Ils cherchent à être évacués par le gouvernement canadien. Et c'est pas facile d'avoir de l'information sur comment l'aide est organisée à partir du Canada pour évacuer ses citoyens. Oui, ben c'est toujours le même problème, hein? Surtout quand les gens vont sur le site web de l'ambassade puis qui est écrit fermé pour l'action de grâce. Là, on oserait penser qu'il y a quelqu'un qui aurait pu mettre ça à jour. La réalité, c'est que le Canada a de la difficulté à résoudre ce problème-là. La réalité, c'est aussi que les gens s'inscrivent à l'ambassade une fois que ça va mal, au lieu de s'inscrire avant, hein? Ce qui complique beaucoup la capacité, je pense, des autorités canadiennes de les joindre en temps opportun, parce que là, tu es toujours à la remorque, tu sais, en train de mettre tes données à jour. Faut faire le point sur cette histoire des évacuations, là. Puis je suis pas en train de défendre le gouvernement, mais il y a une attente que tu es dans un pays, ça va mal, le gouvernement va aller te chercher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? La politique du gouvernement, puis c'est la politique de beaucoup d'autres pays, là, c'est on va aller vous chercher seulement s'il y a aucun autre moyen de sortir du pays. Et donc, en fin de semaine, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Et là, le gouvernement, essentiellement, le message, c'est de dire aux gens, bouquez-vous un vol, là. Je veux dire, si tu vas sur le vol, sur le site de l'aéroport de Tel Aviv, il y a eu 150 vols qui sont sortis aujourd'hui. Okay. Elle a repris ses vols. Alors, l'approche du gouvernement, c'est de dire, si vous pouvez vous-même réserver des vols commerciaux, s'il y a des vols commerciaux, vous n'êtes pas notre responsabilité. Okay. Et quand il n'y a plus de vols commerciaux, est-ce qu'on peut relativement sécuritairement sortir du pays, comme passer par la Jordanie, puis aller prendre un vol à partir de Hammam. Et c'est seulement une fois que ces options-là sont épuisées que là, on organise des grandes évacuations, un peu comme celles qu'on avait vues au Liban. Là, lors de la guerre en 2006, où le Canada avait évacué 14 000 personnes sur une période de 8 jours. Là. Alors, mais on n'en est pas là du tout. Je pense que du côté du gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des plans de contingence, me dit-on, pour voir qu'est-ce qu'on va faire si jamais la situation se dégrade à ce point. Mais à partir du moment où l'aéroport de Tel Aviv va rouvert et qu'il recommence à avoir des vols commerciaux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un cauchemar pour les gens qui sont coincés là-bas, là, puis qui ont la misère à booker des avions. Mais ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de les sortir d'Israël en ce moment. C'est évidemment une période assez d'incertitude pour tout le monde, une période noire, j'ai l'impression, de notre humanité. On va continuer à suivre ça parce que j'ai bien l'impression que c'est le début d'un long conflit qui continuera à faire couler beaucoup de sang, malheureusement. Emmanuelle Latraverse, on en reparle demain. Merci beaucoup. Au revoir.